Bon, dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais aborder les questions que vous m'avez posées ces derniers temps. Et on va commencer tout de suite avec une question qui est quand même assez centrale. Pourquoi investir en France plutôt que dans mon pays où j'habite actuellement, où je suis expat? Ça, c'était la question. C'est une question intéressante, je pense, qu'il faut toujours mettre les choses en perspective. Alors, ça dépend aussi évidemment de l'objectif final. La France, c'est quand même pas mal. Pourquoi? En investissement immobilier, on peut emprunter beaucoup d'argent sans mettre beaucoup d'apport. Le marché est quand même très stable, donc ça c'est aussi un point très intéressant. À l'étranger, le marché va être généralement un peu moins stable et beaucoup plus coûteux. Alors qu'en France, en réalité, on peut trouver plein de villes d'investissement avec un prix du mètre carré à 2000 euros. À l'étranger, ça va dépendre de là où tu habites, mais c'est quand même assez cher en général. Je pense par exemple à Londres ou Singapour, c'est quand même très très cher. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre non plus. On peut très bien faire les deux à la fois. Ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut même être très complémentaire. Finalement, d'investir dans un endroit très premium, très cher. Il y a un petit côté en principe sécurité et avoir sa résidence principale. Et puis l'autre, pourquoi pas pour la retraite, donc plus du rendement. Ou même pourquoi pas pour un retour en France, enfin dans le futur. Donc en soi, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien faire les deux. C'est aussi ce que j'ai fait. Moi, j'ai investi dans les deux pays, là où j'ai habité, et c'est assez complémentaire. La deuxième question qu'on m'a posée, j'ai peur de... Alors ça, c'est assez direct. J'ai peur de me faire tuer par les impôts en investissant dans l'immobilier en France. Qu'en penses-tu? Je pense qu'en fait, c'est beaucoup de... Je vais être assez cash, d'ignorance. Et c'est un mot quand même très fort. Évidemment, je ne veux pas du tout paraître arrogant ou agressif. Quand je dis ignorance, c'est plutôt bienveillant. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas ou que tu ne connais pas pour dire faire une telle affirmation ou une question. En réalité, il y a énormément la possibilité de ne payer aucun impôt sur ses revenus immobiliers. Bon, évidemment, il faut connaître les régimes fiscaux, il faut connaître la structuration, il faut connaître aussi les conventions fiscales, il faut connaître plein de choses. C'est pour ça que je pense aussi le mieux, c'est de se former. Mais en réalité, moi, j'ai payé mes premiers impôts, je crois, au bout de 6 ans d'investissement immobilier. Et en réalité, je pouvais même bénéficier, et ça dépend de la convention fiscale, c'est hyper intéressant, d'un déficit dans mon pays de résidence. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ça peut même nous faire payer moins d'impôts dans certains cas. Mais tout ça, c'est une question une fois plus de connaissance. Et le problème, c'est que généralement, ce genre de questions-là, elles sont liées à un degré de connaissance. Aussi après, dans notre environnement, tout le monde n'investit pas dans l'immobilier et donc ces clichés, ils ont tendance à revenir. Troisième question qu'on m'a posée, est-ce que gagner plus d'argent a changé mon quotidien et mes valeurs? C'est une bonne question. Si, ça a quand même beaucoup changé les choses. Je suis plus avocat, je ne dois plus travailler tous les jours, etc. Pourtant, je travaille, mais je travaille différemment. Je travaille pour mes projets immobiliers. C'est quand même extrêmement agréable. Donc ça a quand même changé mon quotidien. J'ai pas quelqu'un qui est au-dessus de moi qui me doit dire oui, fais ci, fais ça. Donc ça, c'est quand même pas rien. J'ai moins de pression en lien avec le travail, par exemple. Je pourrais pas faire de burn-out dans mon cas parce que j'ai pas de supérieur hiérarchique et j'ai pas une pression. On peut pas même mettre vraiment de pression. En termes de... Et puis après, je regarde un peu moins les prix quand je vais au restaurant ou quand je vais au supermarché. Ça, c'est vrai. Je regarde un petit peu moins. Et après, en termes de valeur, est-ce que j'ai changé? Sur certaines choses, oui. Sur d'autres, non. Du moins, je l'espère pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important de savoir d'où l'on vient. Et cette expression, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir la valeur des choses, de garder quand même certaines valeurs humaines, de solidarité, de ne pas flamber l'argent n'importe comment. Ce que j'ai fait, en réalité, beaucoup de gens peuvent le faire. Hein. Il y a des personnes qui commencent à le faire dans mon programme, donc c'est totalement faisable. Mais c'est important de garder les pieds sur terre, d'être bien entouré et de ne pas se prendre à avoir la grosse tête. En tout cas, je ne pense pas que je l'aurai un jour et je l'espère pas parce que c'est pas du tout... moi, j'aime pas trop ça en fait. Hein. J'aime pas trop ce qui est bling bling, etc. Ça veut pas dire que je veux pas me faire plaisir. J'aime bien aussi les belles choses, mais je suis de moins en moins attiré par ce genre de choses. Donc, à voir. Et pour autant, parfois, si j'ai envie de me faire plaisir, oui, je vais le faire, mais je ne vais pas forcément calculer. Par contre, là où mes valeurs ont peut-être changé, c'est au niveau par rapport à l'argent. Moi, j'avais énormément de fausses croyances, d'a priori par rapport à l'argent. Je pensais qu'il fallait travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent. En fait, il faut prendre des risques en investissant dans l'immobilier. Et puis en fait, quand on sait vraiment comment faire les choses, parce qu'on a les connaissances, on ne prend pas tant de risques que ça. Parce que c'est totalement maîtrisable l'immobilier. Donc ça, c'est chouette. Donc en termes de valeur, oui, par rapport à l'argent, par rapport au bien-être aussi. Je vois les choses de manière différente.
C'est-à-dire qu'avant, j'étais très carrière, hiérarchie, essayer de, voilà, de donner le meilleur de moi-même au travail. Et maintenant, je vois la valeur travail, elle est très encore ancrée en moi et c'est très profond. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on nous dit qui sont quand même assez fausses, comme bon, travailler dur, oui, il y a une vérité. C'est-à-dire que si on travaille dur, on y arrivera mieux en principe, mais en fait, c'est surtout, comme je le disais, savoir bien faire les choses. Et ça, c'est un accélérateur incroyable. Quatrième question, comment optimiser au mieux mes finances et ma demande de crédit immobilier à la banque? Bon, alors ça, c'est une question intéressante, mais elle est très large aussi. Optimiser au mieux ses finances, bah, c'est dépenser de manière raisonnable, épargner. Déjà, si tu fais ça, voilà, tu as gagné. Il faut toujours se rappeler d'un truc, c'est que tout l'argent que tu économises, c'est 1 euro, 1 dollar ou un dirham, je ne sais pas, qui se bat pour toi. Si tu le dépenses dans une dépense futile, il ne se bat pas pour toi. Ok, donc si tu investis, que ce soit sur toi ou sur tes projets, c'est l'argent qui veut se battre pour toi. Et donc ça, c'est hyper important. Donc gérer au mieux ses finances, évidemment épargner, ne pas dépenser n'importe comment. Et puis après, il y a plein de choses plus spécifiques, mais j'apporte ça dans d'autres vidéos. Et après, la demande de crédit, bon là, c'est une question très large. Comment optimiser sa demande de crédit? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, optimiser sa demande de crédit. Est-ce que c'est au niveau des conditions de financement qu'il faudra avoir? Est-ce que c'est pour maximiser ses chances au niveau du crédit immobilier? Pour maximiser de sa demande de crédit immobilier, le mieux, c'est de... Bon, c'est bateau comme réponse, mais c'est la vérité, c'est de se former. Se former, savoir comment faire une demande de crédit, tu gagneras un temps considérable, tu gagneras aussi beaucoup d'argent, puisque tu sauras à quelles conditions bancaires il faut négocier, tu sauras quelle banque il faut approcher, comment les approcher, qu'est-ce qu'il faut préparer avant une approche, avant un rendez-vous, comment investir, tu sauras comment structurer un projet, tu sauras quels sont les secrets à avoir quand on est expat pour avoir des financements top avec peu d'apport. Donc il y a tout ça à faire et ouais, après tu pourras optimiser tout ça, mais gagne du temps, passe à l'action et je te jure que ta vie changera vraiment. Parce que tu seras engagé et tu devras vraiment avoir du résultat. C'est une petite pause, abonnez-vous pendant ce temps-là, laissez un like, mettez un commentaire, même une autre question, ça peut être hyper sympa et je répondrai à ça dans une prochaine vidéo. Alors, 5e question, très intéressante. J'ai pas de revenu fixe, je suis entrepreneur, puis-je avoir un financement en France? Oui, c'est possible. Alors, je suis entrepreneur, indépendant, à mon compte, oui, c'est possible. Il y a plusieurs membres déjà qui l'ont fait. Là, je pense par exemple à 2 membres qui sont en couple, c'est Sylvie et Marc. Ils sont tous les deux à leur compte, donc indépendants, on va dire. Hein. Et ils ont obtenu un financement pour investir en France avec moins de 10% d'apport. J'ai plus le chiffre en tête exactement. Ils ont fait un super investissement avec autour de 16-18% de rentabilité et ils ont eu leur crédit immobilier. Et ils sont indépendants, ok, ils sont à leur compte. Donc voilà. Et puis pour les revenus fixes, c'est vrai que ça, il y a des choses à améliorer, je pense, parce que plus tu auras des revenus fixes, plus ça sera réalisable. Mais en réalité, il y a des petites astuces. Pourquoi pas ne pas te payer entièrement, pourquoi pas échelonner ton paiement dans l'année pour que ce soit plus fixe, plutôt que de payer un gros montant d'un coup et puis le mois prochain, tu as un peu moins. Peut-être tu peux faire ça, à voir. Des petits trucs comme ça peut aider un petit peu à rendre plus lisible ta demande de crédit et surtout la soutenir vis-à-vis du banquier. Autre question, comment gérer ses biens immobiliers et tout l'administratif alors que j'ai encore mon travail à côté et que je vais à l'étranger? Bon, en réalité, il y a plein de choses qui sont hyper faciles à mettre en place. L'immobilier, il n'y a pas besoin d'en faire son métier pour investir. Moi, tous les membres, ils ont un métier à côté, sauf quelques petites exceptions. Et c'est largement possible. Maintenant, gérer ses biens à distance ou depuis l'étranger. J'en parle dans une autre vidéo, mais en réalité, il y a 3 solutions. Soit tu délègues la gestion à une agence immobilière, ça peut quand même coûter assez cher. Il faut vraiment se méfier aussi du type d'agence parce que tu peux avoir des mésaventures et tu vas voir que le travail n'est pas bien fait. Soit le gérer toi-même, et ça, beaucoup de gens pensent que c'est pas possible, mais c'est faux. Alors, un bien soi-même, ça va être plutôt pas trop compliqué. Mais même, moi j'ai géré pendant 6 ans mes biens immobiliers moi-même. Je ne sais plus combien j'avais de biens à l'époque, mais j'en ai peut-être plus de 15 en tout cas. Et j'avais réussi. Okay. Il y a des petites étapes à respecter. Déjà,
Le bien, tu fais des belles photos, des belles vidéos. Les visites, elles se font que virtuellement par vidéo et photo par exemple. Tu sélectionnes ton locataire. Tu ne fais pas d'état des lieux à l'entrée. Ok. Alors oui, tu vas me dire c'est un problème, mais je t'invite à regarder la vidéo là, sur ça, j'en ai fait une. Et en fait, il y a une présomption légale qui a un autre avantage, comme quoi le locataire reçoit le bien en bon état. Et si le bien est en bon état, ben en fait, tu risques pas grand-chose puisque la présomption, elle sera à ton avantage. Et le locataire devra prouver l'inverse, ce qui évidemment sera très compliqué à faire, puisqu'en plus, tu auras donné un bon logement. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Et après, bon, il y a plus de détails, mais voilà. Et l'administratif, il n'y a pas tant d'administratif que ça, hein. Tout se fait en ligne de nos jours, ou quasiment tout. Et donc c'est pas compliqué. Si tu veux éviter de recevoir du courrier, tu peux même, pourquoi pas, donner l'adresse de tes parents, par exemple, ou d'un ami, auprès du syndic, des choses comme ça. Leur dire qu'ils ne t'envoient absolument aucun courrier. Moi, à chaque fois, je leur dis, je veux zéro courrier. Tout par Internet. Il y a des recommandés maintenant aussi par Internet. Donc ça, c'est magique. J'en reçois de temps en temps pour convocation et une assemblée générale, pour un truc. Je regarde, boum, et c'est fait en quelques secondes. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, si tu veux vraiment savoir comment investir depuis l'étranger, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a le lien de ma masterclass. Laisse un commentaire aussi si tu as d'autres questions. C'était une vidéo un petit peu différente, mais c'est quand même très plaisant. Et puis, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. À très vite.